Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi dans Les Dessous de la littérature, le podcast qui aborde la littérature mondiale classique au travers d'anecdotes. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous êtes un ou une habituée de nos rendez-vous littéraires hebdomadaires, si le cœur vous en dit bien sûr, je vous invite à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute, car c'est l'une des façons qui permet à de nouveaux auditeurs de découvrir mon travail. Et d'ailleurs, en parlant de cela, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode de la série consacrée à la maison d'enfance de Colette. La semaine dernière, nous visitions ensemble la chambre natale de Colette, celle de Sido, sa mère, mais aussi le rez-de-chaussée de cette maison bourgeoise. Et bien cette fois-ci, comme vous allez le découvrir, la suite de la visite se poursuit dans le cabinet de travail de son père. Et après quelques détours encore en intérieur, nous clôturons dans l'enceinte préservée des jardins, le royaume de Sido. D'ailleurs, en guise de prélude, j'avais envie de relier cette visite à l'œuvre qui a fait connaître Colette, à savoir la série des Claudines et qui est une évocation directe de cette maison à travers une archive sonore. On se retrouve juste après pour la suite de la visite. Bonne écoute. Est-ce que vous vous êtes senti quand même engagé par quelque façon par Claudine? C'était quand même une part de vos souvenirs, une part de vous-même. Oui, une part... Mon Dieu, c'est plutôt un paysage qu'un récit genre mémoire. Je n'aime là-dedans, je n'aime plus de tout cela, je n'aime plus que certains paysages. Parce que les paysages, eux, du moins, ils étaient authentiques. Comment vivait la petite Claudine dans son petit village? Quels sentiments éprouvait-elle? Était-elle heureuse? Était-elle heureuse? Mais oui, puisqu'elle ne se le demandait pas si elle était heureuse. Donc j'étais heureuse. Le souvenir que vous gardez de votre jeunesse, est-ce que c'est un souvenir à la Claudine ou bien un souvenir très discret, un souvenir très tranquille? Non, c'est un souvenir très sage, très tranquille, très familial aussi. Je ne sais, je n'ai pas donné cette impression-là dans les Claudines, mais ce n'était pas tout à fait ma faute. Ici nous sommes dans le bureau qui est l'antre du capitaine, c'est le royaume du capitaine, autant les jardins c'est un peu le royaume de Sido, ici c'est le royaume du capitaine. On voit des béquilles à droite de la cheminée, puisque le capitaine y était unijambiste. Colette se reprochera d'ailleurs peut-être d'avoir mésestimé ce qu'elle appelle la tristesse des amputés. Le capitaine c'est un homme de rêve, d'ambition, il se sera rêvé beaucoup de choses, militaire, ça le boulet de canon autrichien l'a stoppé. Il se rêvera une carrière politique à un moment donné qui connaîtra un funeste destin. Et puis il a un autre rêve, plus ancien peut-être, il rêve d'être écrivain. Colette nous raconte qu'il venait s'enfermer ici chaque jour pour travailler à son grand œuvre. On voit ce bureau encombré du nécessaire et du superflu de l'apprenti écrivain. Il s'assoit sur ce même fauteuil qui a été retrouvé là encore par Marguerite Boivin et notre cher capitaine travaille. Mais assez vite dans la famille on est intrigué, on se demande ce que le capitaine Colette peut bien écrire ici, parce qu'on ne voit jamais rien paraître. Et Colette mène l'enquête, elle décrit la scène dans un très joli texte qui s'appelle La cire verte. J'ouvrais la porte centrale de la bibliothèque à deux corps en acajou qui venait taper contre le secrétaire en noyer, juste là à côté, et elle créait une petite cachette. Et elle s'asseyait sur un petit banc de pied à l'angle des deux meubles, derrière cette porte, pour pouvoir observer son père, pensant qu'elle réussira à comprendre ce que le capitaine peut faire comme ça tous les jours. Mais elle ne réussit pas davantage que ses frères et que sa sœur à percer le mystère du capitaine. En fait, le mystère de l'œuvre du capitaine ne sera levé qu'à sa mort en 1905, puisqu'on va découvrir au sommet de la bibliothèque à deux corps en acajou une douzaine de tomes cartonnés, reliés uniformément, des étiquettes avec des titres en lettres gothiques, Chansons de Zouave, Souvenirs d'Algérie, L'algèbre élégante, La géodésie des géodésies, bref, l'œuvre de toute une vie. Alors, les enfants attrapent chacun des volumes pour enfin découvrir
l'œuvre de leur père. Et là, ce qu'ils découvrent, ce sont des centaines et des milliers de pages blanches. L'œuvre imaginaire de mon père, le mirage d'une carrière d'écrivain, il avait fait croire qu'il écrivait, mais il n'avait, d'après Colette, jamais rien écrit. D'après elle, il n'avait noirci que la première page du premier volume avec une très jolie dédicace à ma chère âme, son mari fidèle, Jules Joseph Colette. Plus rien. Évidemment, vous imaginez bien que les commentateurs, plus tard, diront que si Colette est devenue écrivaine, c'est peut-être pour noircir les fameuses pages blanches de son père. La bibliothèque familiale, c'est là que Colette va faire sa véritable éducation, plus encore qu'à l'école républicaine qu'elle fréquente, puisque Sido a accordé à ses enfants, et notamment à la petite dernière, une éducation très libérale. Elle considérait que les enfants étaient leurs propres censeurs, donc ils pouvaient déterminer eux-mêmes ce qu'ils pouvaient lire. Sido avait d'ailleurs interdit les livres pour enfants, qu'elle trouvait stupides et niais. Donc dès l'âge de 5-6 ans, les enfants, garçons et filles à égalité, peuvent piocher très librement dans le contenu de cette bibliothèque. Et c'est ainsi que Colette va pouvoir faire cette formation littéraire assez extraordinaire. Faut donc vous imaginer une petite fille de 7 ans qui, pour Noël, réclame le théâtre complet d'Eugène Labiche, qui, à 10 ans, peut déjà lire Zola, qui à 7 ans va tomber véritablement dans l'œuvre de celui qui restera son maître, Balzac. Je suis né dans Balzac, dira-t-elle, mon berceau, mon domaine, mon voyage. Et grâce au collectionneur Michel Rémy-Biette, vous pouvez voir ici, sur le second rayonnage, les œuvres complètes de Balzac, l'édition Houssiot. Et cet exemplaire, c'est celui de Colette. Il est entièrement annoté de sa main et il témoigne bien de cette connaissance cadastrale, comme elle le dit, qu'elle avait de la comédie humaine. Donné aussi par Michel Rémy-Biette, juste là à gauche, les médailles du capitaine. À la mort de son père, c'est la seule chose que Colette avait réclamé de lui. Rendez-moi les médailles et décorations de papa. Et c'est grâce à ce collectionneur qu'aujourd'hui ces médailles peuvent retrouver leur décor d'origine. On y voit la Légion d'honneur qu'il avait obtenue après la bataille de Melegnano, sa croix de Crimée, sa croix d'Italie, tous ces faits de gloire, mais d'une gloire passée. Vous savez que Colette elle-même sera très friande de décoration, peut-être en souvenir de son père. Elle obtiendra la Légion d'honneur en 1920, en même temps que Marcel Proust. Puis elle gravira tous les échelons, en n'hésitant pas à réclamer lorsque ça n'arrivait pas assez vite. C'est ainsi que Colette aura ou sera grand officier de la Légion d'honneur en 1951, une des raisons pour lesquelles elle a eu le droit à des obsèques nationales à sa mort. Et alors juste derrière, à côté, je voulais me poser une question. Non, alors j'observais juste qu'il y avait le Littré, la revue littéraire et... Alors on a beaucoup, en fait, le contenu de cette bibliothèque, là, tel que vous le voyez, on a à peu près réussi à reconstituer la moitié du contenu. Là encore, c'est un peu comme pour la maison, c'est-à-dire qu'on essaie d'être très fidèle au texte de Colette. Colette, dans ses textes et dans ses souvenirs, elle désigne aussi bien les auteurs, les titres, le nombre de volumes, mais elle précise aussi s'il était broché. S'il était relié, quand il était relié, elle précise même la couleur de la reliure. Et donc, en fait, les livres ne reviennent ici que quand ils sont conformes aux descriptions de Colette. Alors néanmoins, dans le plan général de la bibliothèque, on voit principalement 3 pôles. D'abord, il y a la littérature, qui est globalement la littérature du 19e siècle. C'est une littérature contemporaine, pour les parents de Colette, puis pour Colette elle-même. On lit les grands romantiques français européens, mais on lit aussi Émile Zola, Alphonse Allais, pour les plus récents. On trouve aussi beaucoup d'érudition historique. C'est pour ça que vous voyez les œuvres de Thiers, par exemple, ou d'autres souvenirs, parce que ça, c'est le capitaine Colette. Ces souvenirs de militaires, de zouaves de l'Empire. Et ensuite, il y a beaucoup de dictionnaires. Des dictionnaires de langue, on voit le Littré, on voit le Larousse aussi, qui est né pas loin d'ici, puisqu'il est né à Toussy, qui est à une quinzaine de kilomètres de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Mais il y a aussi des dictionnaires plus spécialisés, de botanique, sur les jardins, sur les plantes. On voit un Buffon, l'histoire naturelle de Buffon. Et il y a aussi, nous dit Colette, il n'est pas encore revenu ici, mais les roses de Redouté. Donc on voit que Colette... Elle est là déjà, à l'entremêlement de tout cela. Peut-être la partie historique est celle qui l'intéressera le moins, mais
les dictionnaires de langue, cette recherche du mot précis, le goût du mot meilleur est meilleur que meilleur, le mot juste, le mot exact pour décrire une réalité, ça c'est évidemment quelque chose qu'elle va acquérir ici, et cette culture littéraire très importante qui ne ressemble pas du tout à la formation des petites filles de son époque, va lui ouvrir évidemment des horizons importants, à commencer bien sûr par Balzac auquel elle restera fidèle. Et donc de la bibliothèque, on accède à une autre chambre. C'est la chambre de la sœur aînée, Juliette, qui va donc devenir la chambre d'adolescente de Colette après le mariage de celle-ci en 1884. Elle a 11 ans et elle récupère cette chambre. Alors évidemment, quand vous arrivez ici, vous comprenez bien qu'après la tanière enfantine, elle est tout à sa joie d'avoir enfin conquis la chambre du premier étage avec au mur cet étonnant papier peint à bleuet sur fond blanc et gris ou perlé de gris. Et Colette raconte que c'était complété au-dessus du lit en fer forgé que vous voyez ici. Elle précise qu'il y avait à l'époque, on espère le reconstituer un jour, un dais de gui pur, donc une dentelle un peu grossière, doublé de tissu bleu impitoyable, le bleu des rideaux, la coiffeuse en marbre rose, le secrétaire en bois de rose qui regorgeait de 1000 merveilles de broderie, une chambre de jeune fille, c'est ça qui plaît beaucoup à Colette quand elle arrive ici, et chambre qui est aussi hantée par la présence de sa première occupante, Juliette, ma sœur aux longs cheveux, cette jeune femme un peu inquiète, empoisonnée, intoxiquée par la littérature. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que lorsque Sido voit que sa fille quitte la tanière enfantine, cette petite chambre qui était juste à côté de la sienne, pour gagner la chambre du premier étage, autant Gabrielle, elle est très heureuse évidemment d'arriver ici avec ses 2 larges fenêtres, sa propre cheminée, enfin. Sido pas du tout, elle est très inquiète, j'ai plus mon compte d'enfant, se plaint-elle. Et pour tenter de récupérer sa fille, elle va inventer des histoires d'étrangers qui enlèvent les petites filles. Et elle lui dit, si on t'enlevait que tu criais, je devrais désormais traverser le salon, le couloir, la salle à manger, gravir les marches, il serait trop tard. Sous-entendu, tu devrais quand même revenir à côté de moi, ça serait plus sûr. Alors la petite, évidemment, vous comprenez bien que les menaces de sa mère, ça ne passe pas vraiment, mais elle raconte dans un très joli texte de la maison de Claudine, l'enlèvement, qu'une nuit de gros orages, elle sent 2 bras l'emporter. Au matin, elle se réveille dans sa froide tanière enfantine, enlevée nuitamment par sa propre mère, qui ne supportait plus la distance avec sa fille. C'est très révélateur d'un rapport un peu paradoxal aussi, entre une mère qui est à la fois tout et qui en même temps parfois un tantinet envahissante, dans le pouvoir un peu étouffante. Mais c'est exactement ça, et de toute façon l'œuvre de Colette est construite à partir de cette relation ambiguë, puisque vous le savez peut-être, mais les premières héroïnes de Colette, notamment les Claudine, Claudine n'a pas de mère. Le personnage de Sido n'apparaît dans l'œuvre qu'au moment de la maison de Claudine. On est en 1922 et Sido est morte déjà depuis 10 ans, elle est morte en 1912. Enterrement auquel Colette ne s'est pas rendue en 1912. Je ne savais pas qu'elle n'était pas allée. Et en fait, si vous voulez, le mouvement de l'œuvre, c'est un mouvement qu'on va retrouver chez d'autres écrivaines, mais pour devenir soi-même, il faut couper le cordon en quelque sorte, donc quitter la mer. Mais quand on l'a quitté, comme l'a fait Colette, c'est-à-dire un peu violemment, en allant la voir assez rarement dans le fond, ne se rendant pas à l'enterrement de sa mère, sans doute que inconsciemment ou consciemment, il fallait faire un acte de réparation, se faire pardonner. Et pour se faire pardonner, que fait Colette ? Eh bien, elle immortalise sa mère. Elle en fait un personnage de littérature dans La Maison de Claudine, dans La Naissance du jour, dans Sido, et beaucoup de textes de Colette à partir de cette période-là sont envahis par la présence de Sido, et Colette n'est pas loin d'ailleurs de vouloir devenir Sido en quelque sorte en vieillissant. Donc ces 2 pôles en fait, à la fois partir pour être soi-même, mais revenir à la vérité essentielle, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'œuvre de Colette. Et on a ces 2 grandes fenêtres qui ouvrent sur le village. Par la fenêtre de droite, on voit ce jardin d'en face où on était tout à l'heure. Il y a beaucoup de scènes de l'œuvre qui se passent ici. Par exemple, vous avez un texte dans la Maison de Cluny qui s'appelle Maternité. Alors Maternité, c'est celle de Juliette, donc la sœur aînée. Elle s'est mariée
Elle a réclamé sa part d'héritage. Sa part d'héritage, ça a mis au jour en fait les problèmes de gestion. Donc les Colette et la belle famille, les Rocher sont quasiment aux portes du tribunal. La mère et la fille ne se voient quasiment plus. Et un jour, une domestique vient apprendre à Sido que Juliette, sa fille, va accoucher, mais elle ne peut pas être à ses côtés pour les raisons que je viens de dire. Et Colette voit sa mère qui se précipite dans le jardin d'en face parce que Juliette habite juste de l'autre côté, dans la maison au volet gris que vous voyez là. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit? Rien, mais en revanche, elle entend. Elle entend les cris de sa fille de l'autre côté. Et elle voit sa mère qui commence à frapper le sol de ses pieds, à frapper ses flancs au rythme des cris de sa fille de l'autre côté, froissant des doigts un laurier. C'est pour ça qu'on a replanté ce laurier que vous voyez au bout de la rue. C'est une scène très saisissante et très, très pathétique que Colette voit depuis cette fenêtre et qu'on peut tout à fait imaginer aujourd'hui. C'est incroyable cette intertextualité que vous avez réussi à reconstituer. C'est pas nous qui l'avons réussi en fait. Bien sûr. En fait, le projet de reconstitution de la maison de Colette n'a été possible que parce que Colette a fait de cette maison un personnage de son œuvre. Ce projet n'aurait pas pu être fait ailleurs. Il fallait que Colette, en quelque sorte, consciemment ou inconsciemment, nous ait livré une sorte de mode d'emploi posthume. C'est elle qui nous a guidés dans nos choix, en fait. Et c'est pour ça que quand on visite cette maison, on a cette impression très étrange d'être, bien sûr, dans une maison bourgeoise, confortable, qui, pour beaucoup de nos visiteurs, rappelle des maisons d'autrefois, d'une grand-mère, d'une grande-tante de province, et en même temps, on est à l'intérieur des textes. Donc, il y a quelque chose de très saisissant qui fait qu'on visite cette maison comme on feuilletterait les livres de Colette, en fait. Ça fait des jardins. Alors, on ouvre la porte du vestibule et là, on va passer dans le jardin du haut. On va faire une première étape, si vous le voulez bien, sur ce petit espace. Alors, il est un peu étriqué en ce moment parce qu'on a une emprise de chantier. Actuellement, les écuries et remises qui sont de l'autre côté sont en cours de restauration grâce à la mission Berne. Mais c'est un espace qui est très important pour Sido parce que c'est son musée d'essais. En fait, Sido, qui est passionné par la botanique, va faire toutes sortes d'essais de boutures et tenter d'acclimater des plantes ici. Et donc, elle a fait pousser au-dessus de la terrasse dallée, dit Colette, un manteau de glycine et de bignonier mêlé qui va protéger cet espace, en fait, des fortes chaleurs. On est ici côté sud, donc on est à l'angle d'un mur chaud qui est protégé des vents froids. Et Colette raconte que dans cet espace, Sido déposait ses plantes les plus rares, notamment sur ce petit meuble qu'on a reconstitué et qu'elle décrit dans Sido. Sur des gradins de bois peint en verre, ma mère entreposait dans des godets d'argile rosiers nains, cactus meurtriers, pélargonium rare, reine des prés au panache de brume blanche et rose. Puis voilà qu'un jour, Sido a laissé dans 3 godets d'argile uniquement de la terre meuble et elle a oublié d'indiquer par une petite fiche en bois ce que chaque pot contient. Alors imaginez là, à côté, mordant sur l'orgnon, ne sachant pas que faire. Elle ne sait plus si elle y a planté des bulbes de crocus ou des chrysalides de pan de nuit. Alors sa fille, Gabrielle, qui est à ses côtés, comme souvent, lui fait une suggestion. Enfin, maman, tu n'as qu'à gratter pour voir. Un demi-siècle plus tard, elle n'avait pas oublié la réaction de sa mère. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans. Tu ne comprends rien à ce qui veut vivre. Apprendre à respecter la vie, même au plus secret de la terre. Laisser le temps aux éclosions. Ça, c'est une des leçons que Sido transmet à sa fille, Colette, qui va ensuite, quand elle deviendra écrivaine, généraliser cette image des éclosions à l'ensemble du règne vivant. Et d'ailleurs, les dernières paroles publiques de Colette, ce sera au mois de janvier 1954. Elle s'adresse à des étudiants et elle leur dit « Toute ma vie, je me suis penchée sur les éclosions. C'est là pour moi que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort qui n'est qu'une banale défaite. Le monde m'est nouveau chaque matin à mon réveil, et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. » Beaucoup de ces images, beaucoup de cette philosophie du vivant, c'est né ici, à côté de Sido, notamment dans ses jardins et dans ce jardin. Donc, la grille, 2 marches, et nous entrons dans le royaume de Sido, ce jardin du haut. Alors, il faut imaginer que quand l'association a sauvé la maison au mois de septembre 2011, il n'y avait plus rien de tout ce que vous voyez. La famille Muesser, la seconde génération, on avait fait une maison secondaire, ils avaient créé une piscine, la terre avait été répartie partout, il y avait des pins à croissance rapide qui avaient été plantés, donc tout avait été chamboulé. Il a fallu, et là il faut saluer le travail formidable d'une architecte paysagiste, Françoise Ficpal, qui est une des spécialistes en France des jardins d'écrivains et qui a entrepris de reconstituer le jardin tel que Colette l'avait connu.
Donc on a commencé à mettre le jardin à nu, puis on a replanté en fonction des textes de Colette et en fonction aussi des photos, parce qu'on avait des photos de ces zones-là, photos du jardin, de la famille assise ici, et de quelques films aussi, des dessins qui avaient été faits dans les années 30. Alors il a fallu d'abord relire toute l'œuvre de Colette pour essayer de faire le relevé des plantes, des arbres, des fleurs, des arbustes qui étaient présents ici. Il a fallu ensuite trouver des pépiniéristes spécialisés pour trouver les mêmes essences. Je disais tout à l'heure que les rosiers étaient les mêmes qu'à l'époque, mais c'est le cas des arbres fruitiers, le poirier messirgent, le cerisier montmorency qu'on voit ici à droite de la pompe. Et puis ensuite, il a fallu aussi utiliser les techniques de plantation et d'entretien. Et là, on a été aidé par le fait que Colette cite à plusieurs reprises dans ses textes le manuel dont se servait Sido, La maison rustique des dames de Madame Millet-Robinet, tome 2, Le Jardin. Et c'est Madame Millet-Robinet qui préconise des allées courbes que vous voyez ici, en gravier jaune, c'est de la terre d'arène qui est colorée par l'ocre des rivières, des parterres très bombés en carapace de tortue avec des plantes plantées très très serrées qui donnent cette impression de profusion. Alors Sido consacrait beaucoup de temps, beaucoup d'argent à ces jardins qu'il occupait. Colette parle au centre de la pelouse du noyer à l'ombre intolérante. Elle parlait près de la cuisine d'une ginkgo biloba, donc cet arbre aux 10 écus qui est originaire d'Asie. Derrière le catalpa boule, au fond, on aperçoit un conifère avec ses bras très allongés, un araucaria, des espoirs du singe. L'araucaria aux bras barbelés dans lequel montait une vigne vierge. On a fait remonter la vigne vierge. Contre l'allée, dit Colette, un frêne pleureur que vous voyez ici. Donc tous ont retrouvé leur emplacement tel que Colette le décrit. Mais évidemment, le jardin tel que vous le voyez aujourd'hui, il a 8 ans. Oui. Donc il faudra attendre encore une quinzaine d'années pour vraiment qu'il retrouve l'aspect qu'il avait à l'époque de Colette, même si là déjà, à partir de 8 ans, on peut s'en faire une idée assez juste. On a bien effectivement cette première partie essentiellement fleurie, donc cette grande terrasse avec ces plantes qui sont plutôt dans des tons roses et rouges, car ma mère au jardin ne tolérait que le rose et le rouge. Et on voit au fond du jardin beaucoup d'arbres qui créent une sorte de masse végétale. Colette parle d'un jardin noir de verdure. Alors c'est là qu'on se protège des fortes chaleurs en été, et c'est aussi là que les enfants se cachent, bien sûr. Le premier texte qui ouvre la maison de Claudine s'intitule « Où sont les enfants ?» Et où sont les enfants ? C'est le cri de Sido qui passe son temps à chercher ses enfants. Alors les uns, dit Colette, se cachent dans les communs. Vous voyez ici ce toit qui est en cours de reconstitution. Donc ce sont les écuries et les remises. Il faut vous imaginer que dans ce bâtiment, vous aviez 2 vaches, une laiterie, des chevaux, il y avait un poulailler, il y avait un bûcher. Colette passait beaucoup de temps assise, allongée sur cette pierre plate, là, à côté de la pompe, jouant à différents jeux. Et c'est là que se passe un très célèbre texte de la maison de Claudine qui s'appelle « Le curé sur un mur ». Alors je ne vais pas raconter cette histoire ici, mais je laisserai les auditeurs aller relire le texte. Il faut vous imaginer que la petite Colette un jour surprend une conversation entre adultes et elle entend un mot qu'elle ne connaît pas, le mot presbytère. Mais elle n'ose pas demander ce que ça signifie, alors elle l'imagine. Je m'arrête là, je n'en raconte pas plus. Et les autres, Colette se cachent dans les sapins. Et alors, quand la mère, Sido, est trop pressante, alors les enfants emploient les grands moyens et ils se dirigent vers le 3e jardin, le jardin du bas. Puis, alors, elle avait vraiment une appétence pour la botanique, mais aussi pour les raretés, puisque le désespoir des singes et le ginkgo ne sont pas du tout des plantes régionales. Et je pense, j'imagine en tout cas... au 19e, accessible facilement. Non, on a dépensé beaucoup d'argent pour acquérir des plantes rares, donc venant d'ailleurs, même lorsqu'il y avait des nouveautés botaniques, par exemple, lorsque, on parlait tout à l'heure du Faust de Gounod, au moment où la partition est créée, il y a des botanistes qui inventent une pensée fausse, qui est une pensée noire. Et bien, Sido est une des premières à acquérir ces pensées pour les planter dans son jardin. À vos côtés, je me prends aussi de passion un petit peu pour le personnage de Sido, parce que c'est vrai qu'on pressent effectivement tout ce personnage à la fois public et privé qu'elle a dû être. C'était une femme absolument extraordinaire. On peut s'en faire une idée en lisant les lettres de Sido qui sont conservées à sa fille. On voit que cette femme était très cultivée et qu'elle aurait pu avoir en fait une vie intellectuelle extrêmement riche. Certains d'ailleurs lui ont même prêté des livres qu'elle n'a jamais écrits. Et de toute évidence, elle a légué à sa fille quelque chose d'important, ce sont ses rêves inassouvis. Cette jeune femme qui a grandi à Bruxelles dans la compagnie des artistes, des intellectuels,
qu'est-ce qu'elle souhaitait pour sa fille? Eh bien, c'est qu'elle puisse vivre, elle, cette vie qu'elle aurait aimé vivre. Et on le voit bien dans les lettres, elle a beaucoup d'ambition pour sa fille. Elle est persuadée que sa fille a un destin littéraire extraordinaire. Et lorsque Colette s'égaye ou semble quitter la bonne voie, lorsqu'elle fait du mime, par exemple, ou quand elle fait du journaliste, ça ne plaît pas du tout à Sido, parce que Sido veut que sa fille devienne le grand écrivain de son temps. Alors ici, on a le troisième jardin, le jardin du bas. Le jardin du haut commandait un jardin du bas, potager resserré et chaud, consacré à l'aubergine et au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate en juillet se mêlait à celle des abricots mûris sur espalier. C'est une piscine quand on achetait la maison, donc il a fallu détruire la piscine pour retrouver le potager de Sido. Alors aujourd'hui, il est dans un modeste état parce que, évidemment, les communs sont en cours de restauration, donc on vient juste d'enlever les échafaudages. Donc là, les jardiniers vont reprendre le jardin potager pour qu'il retrouve sa belle apparence. On voit au loin ces bois dont je parlais tout à l'heure, ces bois de puisaye qui nous donnent là-bas, ici, au loin, jusqu'où l'on peut voir, dit Claudine au début de Claudine à l'école. Et c'est là, en fait, que Colette et ses frères s'échappent pour retourner, disent-ils, à l'état sauvage. Alors Colette raconte qu'ils allaient vers le jardin du bas. Ils sautent la grille qui donne dans la rue des Vignes, donc juste là à gauche. Là, ils passent devant l'église sans clocher, qu'on aperçoit juste derrière les arbres. Ils descendent encore un petit peu, ils arrivent au lavoir du Petit Saint-Jean. Et là, il y a un sentier qui part et qui s'enfonce dans les bois. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent emprunter ce sentier qui s'appelle maintenant le sentier Colette. Et de là où on est, on aperçoit un monstre végétal qui est un vestige des jardins de Sido et de Colette, la fameuse glycine centenaire, que Colette décrit au début de la maison de Claudine. Une forte grille de clôture en bordure de la rue des Vignes eût dû défendre les deux jardins, mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Elle écrit ces lignes en 1922, donc sa glycine a plus de 200 ans aujourd'hui. Elle a colonisé les deux ifs qui sont mitoyens. Vous voyez les lianes qui partent de la grille tordue et qui montent. Et lorsque la glycine fleurit, donc en fonction des saisons et des années, entre le mois d'avril et le mois de mai, ça crée un dôme violet tout autour des ifs, très impressionnant et très odoriférant. C'est une des rares, sinon la seule glycine qui est protégée par les monuments historiques en raison justement du nombre de textes que Colette lui consacre dans ses textes. Il y a beaucoup d'anecdotes qui concernent cette glycine qu'on voit là vraiment inchangée. C'est-à-dire que la grille qu'on voit là tordue, c'est vraiment la grille de Colette. Le végétal et la grille ne font plus qu'un. Oui, poids sous son poids. Exactement. C'est vrai qu'elle est sublime. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que lorsque Sido arrive ici en 1857, la grille commence déjà à être arrachée. Et lorsque Colette va récupérer cette maison en 1925, elle est sensibilisée par les jardiniers sur le travail de destruction de la glycine. Mais Sido, comme sa fille, demande à ce qu'on n'y touche pas. C'est quand même assez mystérieux parce qu'il y a un côté très destructif et dangereux. Et en fait, je crois que pour Sido et pour Colette, cette glycine, c'était l'incarnation d'une vérité que Colette formulera à la fin de sa vie en une phrase qui est restée célèbre: il n'y a qu'une bête. C'est-à-dire que pour Sido comme pour Colette, il y a une forme de continuité du vivant entre l'humain, l'animal et le végétal. Il y a cette même puissance de vie, le respect de tout ce qui veut vivre. Dans l'esprit de Sido, ça voulait dire à égalité entre le végétal, l'animal et l'humain. Il n'y a pas de hiérarchie dans le vivant à leurs yeux. Alors ici, on est dans le fond du jardin. Moi, il y a une citation que j'aime bien de Colette et qu'elle a beaucoup modulée dans ses textes. « Ma maison ne souriait qu'à son revers. Ma maison ne souriait que d'un côté. » Elle dit parfois « Ma maison ne souriait qu'à son jardin. » Alors c'est vrai que les visiteurs, et vous-même, je pense, vous pouvez mieux comprendre cette citation maintenant, parce que tout à l'heure, quand on arrivait dans la rue Colette, qui s'appelait à l'époque la rue de l'Hospice, face à cette façade grave, revêche, dit Colette, un peu austère, en fait, rien ne permet de deviner tout ce qui se passe de l'autre côté, notamment dans ces jardins. Ce qui vous explique aussi que pour Colette enfant, ces jardins, c'est vraiment l'Éden. Parce qu'en fait, quand on est ici, vous voyez, la rue des Vignes est en contrebas, mais elle est si basse que le passant qui passe là ne peut pas voir ce qui se passe ici. Quand on regarde vers le sud, on voit les bois de puisaye. Au nord, il n'y a pas de vue puisque c'est la fameuse façade. Et ici, de ce côté, les deux seuls voisins qu'il y avait à l'époque, la mère Adolphe ici et maître Rollin de Fourolle de l'autre côté, ne pouvaient pas voir parce que la frondaison était si haute. Donc c'est un endroit qui est vraiment protégé du regard extérieur. C'est vraiment Sido qui est très athée, je dirais que ici c'est son temple.
C'est un temple païen où on vient célébrer les beautés de la nature. Ce qui explique que derrière chaque plante, chaque arbre que vous voyez, il y a un texte de Colette. Vous voyez ici, par exemple, Colette parle des sabres de yucca. Il y a beaucoup de textes qui concernent la glycine, on en a dit un mot. Et puis il y a aussi beaucoup d'anecdotes que Colette situe dans ses jardins parce on imagine sans mal que Colette a passé beaucoup de temps dans ses jardins, seule ou avec ses frères. Alors moi j'aime bien raconter ici, quand on arrive dans le fond des jardins, une anecdote qui concerne son frère le plus jeune, Léopold. Alors Léo, quand il est enfant et adolescent, il a une manie, il a des amis imaginaires. Mais lui, il se contente pas d'avoir des amis imaginaires, il les fait mourir pour leur construire des petites tombes. Alors il commence par le grenier, on n'est pas allé, parce que c'est nos archives, mais quand il n'y a plus de place au grenier, Colette nous dit qu'il colonise le fond du jardin, donc imaginez partout ici des petites tombes en carton, avec des colonnes, des petits décors de perles, et il passe des heures à écrire leurs noms, à la plume sergent-major, parce qu'il leur invente des noms. Aigret Mimi Pulicien, Astony Franck Bonscope, et il leur invente des vies pour prononcer leur éloge funèbre lors de cérémonies qui ont lieu à date et à heure fixe. Ici repose Astony Franck Bonscope, décédé le 22 mai 1877 à l'âge de 54 ans. Bon père, bon mari, le ciel l'attendait, la terre le regrettera, pas sans prier pour lui. Alors Gabrielle, qui est invitée à ces cérémonies, ça l'amuse beaucoup, comme on voit sa veuve, mais c'est pas des jumelles qu'ils avaient ensemble. Et Sido, quand elle découvre ces tombes dans ses jardins, alors elle est folle de rage, d'un coup de râteau vengeur, elle détruit les tombes de son fils en criant au satanisme, au vampirisme de Léopold. Tous mes enfants souffrent de déplafonnage, disait-elle. Et le petit Léopold, lui, se dirige vers sa sœur, qui plus tard retranscrira ces mots. Eh bien moi, tu sais, Gabri, je trouve que c'est triste un jardin sans tombeau. Cette magie, cette poésie de l'enfance, Colette n'aura de cesse plus tard de la faire revivre dans ses textes. Souvent, non seulement sa mère, mais aussi ses frères. Il vient du grand sommeil de la mort en les faisant revivre ici dans ces jardins. Vous voyez, quand on est ici dans le fond des jardins, on commence à voir cette masse de verdure et on imagine très bien dans tous ces recoins des cachettes pour des enfants. On pourrait imaginer la petite Gabrielle à 6 ans, 7 ans qui est cachée derrière les sapins ici avec un livre à la main ou un jeu quelconque. Vous pouvez imaginer, c'est des textes tels que Colette nous le dit, Sido qui arrive devant la terrasse et qui crie « Où sont les enfants ? Où sont les enfants ?» Et eux, évidemment, qui restent silencieux pour que la mère ne les reterre pas. Alors quand on arrive ici, sur cette pelouse abandonnée, négligée, il y a une anecdote, une dernière anecdote que j'aimerais vous raconter, qui se passe ici et que j'aime beaucoup. Elle se trouve dans un texte de la maison de Claudine qui est pour moi un des plus beaux du recueil, qui s'appelle La Petite, et La Petite c'est Colette. Elle a 10 ou 11 ans dans ce texte-là, et elle a joué avec quelques camarades, elles ont imaginé ce qu'elle ferait plus tard. Alors, certaines voudraient être bouchères comme leur maman, certaines voudraient être cocottes pour monter à Paris. Et Colette, elle, quand elle a 11 ans, elle a un projet, pas du tout d'écrire, elle n'y songe pas. Elle, le rêve de Colette, quand elle a 11 ans, c'est de devenir marin. Parce qu'elle trouve que le costume d'homme lui irait pas mal. Elle se voit mener une vie d'aventure qu'elle aura. Et puis, échapper à la surveillance de cette mère omniprésente. Alors les camarades sont partis, elle reste là assise, un peu énervée par des heures de jeu. Et elle tourne soudain la tête vers la maison. Et là, à travers la porte-fenêtre qu'on a aperçue tout à l'heure, derrière, c'est le salon. Et là, elle voit sa mère, qui est dans une activité très quotidienne, puisque Sido est en train de coudre. C'est la fin du jour. La nuit arrive, c'est l'heure des lampes, dit joliment Colette, et donc Sido a rapproché d'elle une petite lampe rouge, et soudain Colette voit la lumière rouge de cette lampe qui se reflète sur le dé d'argent dont Sido a coiffé son doigt. Un point rouge s'allume au salon. Tout fait silence autour de moi. La maison est sèche, sonore, craquante comme un pain chaud. Alors je compris qu'au-delà, tout était danger, tout était solitude. Elle a 50 ans quand elle écrit ces quelques lignes. Qu'est-ce qu'elle dit en fait à ses lecteurs ? Elle dit que sa vie de femme n'aura consisté qu'à affronter le danger et la solitude du monde extérieur, mais que peut-être une part d'elle-même est restée ici, assise dans un jardin auprès de sa mère, et que peut-être si elle est devenue écrivaine, ce n'est que pour reconstituer par la littérature et l'imagination ce paradis qu'on lui avait volé à l'âge de 18 ans, même si elle savait, comme son ami Marcel Proust, que les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Cette petite fille de 11 ans n'imaginait pas que 70 ans plus tard, elle serait la première femme en France à avoir droit à des obsèques nationales, peut-être parce qu'un jour on lui avait volé son paradis.
Et voilà, c'est sur cette belle conclusion, teintée quand même d'un soupçon de mélancolie que je vous laisse. J'espère que cette visite guidée et cette immersion au cœur de l'œuvre et de l'enfance de Colette vous a plu. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles anecdotes littéraires.